soir. Parce que j'y pense pas. Vos gueules. Je commence. Je suis Charlie. Je suis Charlie comme c'est original. Je suis Charlie comme Johnny Hallyday. Mais lui, c'est parce qu'il a bu. Je suis Charlie comme Gérard Depardieu. Mais lui, c'est parce qu'il a vraiment beaucoup bu. Je suis Charlie comme Rachida Dati. Mais elle, c'est parce qu'elle devrait boire. Et je suis Charlie comme Benjamin Netanyahou, le sympathique démocrate israélien, venu en autocar dimanche à chercher les Juifs de France pour qu'ils aillent se faire éclater là-bas plutôt qu'ici. Va comprendre, Charlie. Donc, je suis Charlie. Mais comprenons-nous bien, je ne suis pas Charlie du verbe être. Je suis Charlie du verbe suivre. Je suis Charlie depuis sa parution, sa nouvelle parution, en 1992. Ça remonte, et même avant. Ma première rencontre avec ces gens que je n'ai jamais rencontrés, et qu'on a tués, remonte à 1991. À l'époque, j'étais un jeune adolescent svelte et chevelu. Ne riez pas, il reste des photos. Et des témoins. Il reste des photos et des témoins bien abîmés. Les photos et les témoins. Pour moi, l'humour à cette époque, c'était Astérix, Les Inconnus, Coluche, Gottlieb et les dessins de presse que je découvrais en lisant Le Canard enchaîné par-dessus l'épaule de mon père. Ce qui fait que le dessin de presse, pour moi, à cette époque, c'était agréable, mais c'était un peu vieillot. C'était un peu ringard, faut dire. C'était drôle, mais c'était un peu trop propre. Astucieux, intelligent, mais peut-être trop fin pour un garçon de 16 ans. Sauf que dans Le Canard, il y avait déjà Cabu. Cabu que toute ma génération connaissait comme étant le binoclard à l'étrange coiffure, qu'il gardera toujours d'ailleurs, qui dessinait le nez de Dorothée comme si c'était celui de Cyrano de Bergerac. Et Cabu, dans Le Canard, c'était déjà plus vivant, plus salaud, plus méchant, moins propre. Ça remuait déjà plus. Alors, un jour, avide de nouvelles expériences, comme on peut l'être à 16 ans, à cet âge, j'avais déjà écouté Jacques Higelin, j'avais déjà bu une bière, et adressé la parole à des filles de mon âge, pour leur demander l'heure. Un jour, dans ce même état d'esprit, j'ai acheté un autre journal. Ce journal n'était pas encore Charlie Hebdo, c'était La Grosse Bertha. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de La Grosse Bertha. Le premier numéro que j'ai acheté était un numéro thématique, parce que tous les numéros de La Grosse Bertha étaient thématiques d'ailleurs, et cette semaine-là, c'était le gouvernement Le Pen. Sur la couverture, il y avait le gros Le Pen, le père, Jean-Marie, dessin de Cabu, bien marqué, bien appuyé avec la grosse sale gueule de Le Pen, posant comme sur une photo officielle de président de la République, et Dupont noyant en même temps François Mitterrand dans une baignoire. Allusion au passé de bureau de Le Pen en Algérie. On était déjà loin, très loin du Canard enchaîné. Et à l'intérieur du journal était présentée la liste des ministres du gouvernement, imaginaire bien sûr, du gouvernement Le Pen. On y retrouvait les plus belles crapules de l'époque. Bijard, Forisson, Papon, Vergès, Maigret, Chirac déjà, et les autres, caricaturés sans pitié aucune, et pour la plupart en uniforme nazi. Autour de ces dessins, il y avait un éditorial co-signé par Philippe Val et Jean-Jacques Perroni, et sobrement intitulé « Facholand ». Autour de tout ça encore, des crobards qui auraient été refusés par tous les autres journaux de France, et des brèves très costauds, très solides,
Du genre, sondage Grosse Bertha, 99% des partisans de la peine de mort enfileraient bien une petite fille. Le tout, vous l'aurez bien compris, au service de l'idéologie la plus libertaire, la plus anarchisante, la plus irrévérencieuse possible. Ça a été un choc. J'ai appris en 2 heures de lecture que l'humour trash, que la scatologie, que la grossièreté pouvait ne pas être un signe de vulgarité. À l'époque dont je parle, la vulgarité, elle était chez Guy Lux et chez Jacques Martin. Ça, je l'avais déjà compris. Mais au contraire, cette scatologie, cette violence, pouvait être et était un marqueur d'émancipation, d'intelligence et de liberté. Je me rappelle que dans la Grosse Bertha, déjà, il y avait un tout jeune dessinateur qui, pour bien qu'on comprenne que les personnages qu'il dessinait étaient des cons, les dessinait avec un étron sur la tête. C'était classe. Et c'était Charb. Charb qui allait abandonner progressivement les étrons, sans doute pour éviter la confusion avec Tinius, qui, dans le même journal, dessinait, lui, ses cons avec des mouches qui leur tournaient autour. Étron ou mouche, il fallait choisir. Et on trouvait également des dessinateurs dont l'univers graphique était certes moins crade, mais tout aussi fort, tout aussi captivant, et était tout autant un coup de poing dans la gueule. Comme par exemple le génial GB, que j'ai également découvert à cette époque. Mais un des plus beaux dessins, pour moi, de cette époque, qui m'a profondément marqué, il a été fait au moment où Jacques Chirac, encore lui, qui était alors maire de Paris, et peut-être déjà gâteux, on ne sait pas, avait fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sa fameuse sortie de fin de banquet autour du bruit et de l'odeur des Maghrébins, qui avait donné lieu déjà à une chanson de Zebda. Ce dessin représentait une belle femme noire, totalement nue. Derrière elle, un homme blanc, tout aussi nu qu'elle, le nez dans ses cheveux, et qui lui disait simplement « Tu sens bon ». C'était un dessin de Philippe Honoré. Et puis l'été suivant, j'ai appris, et je devais retrouver ensuite plusieurs exemples de cette chose par la suite, que la presse satirique française se reproduisait par parthénogenèse. Je m'explique. Au départ, il y a un journal avec une équipe. À un moment, l'équipe s'engueule, une partie de l'équipe se casse, et à l'arrivée, il y a 2 journaux. C'est ainsi que le 1er juillet 1992 reparut Charlie Hebdo, disparu 10 années auparavant. En plus de ceux que j'adorais déjà, je fis donc la connaissance de François Cavana et de Georges Wolinski. Cavana, qui n'était pour moi jusque-là que ce vieux monsieur baraqué qui parlait dans sa moustache chez Pivot, et qui avait dit ta gueule à Bukowski, allait devenir pour moi le phare de l'anti-connerie, de l'anti-guerre, de l'anti-consommation, de l'anti-corrida, l'anti-tout. Mon Marx à moi. Sauf que lui, il assumait totalement ses éventuelles contradictions, ce qui le rendait terriblement humain. Et puis Wolinski. Wolinski, l'érotomane, qui n'aimait rien tant que de dessiner des hommes perdus entre les cuisses de femmes sûres d'elles et décomplexées. Wolinski et ses 2 philosophes de comptoir, reflets de la bêtise de la France profonde. Wolinski, dont la plus belle série de dessins qu'il a fait pendant des années, et qui représente un homme en train de courir après une femme sans jamais la rattraper. Cette série de dessins allait être, sans que je sache à l'époque, une synthèse de ma propre vie amoureuse. Merci Volin. Et c'est ainsi que cet été-là, cet été 92, j'ai parcouru sur ma petite mobilette avec mon petit casque, là désolé, il n'y a plus de photos, j'ai tout brûlé. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres pour trouver le seul exemplaire de Charlie Hebdo disponible sur le canton de Preuilly-sur-Claise. Car à l'époque, nous n'étions pas tous Charlie, loin de là. Et le journal était très difficile à trouver. Et certains buralistes me regardaient d'un sale œil dans le sud lochois. Je suis originaire du sud lochois. C'était caca, Charlie. C'était pas propre. Je m'étais fait engueuler par mes sœurs pour avoir lu ce genre de journaux. Et je ne pouvais plus me passer de cet humour coup de poing dans la gueule, si loin de l'oreille en coin et du bébé show qui sévissait à l'époque. Tellement drôle, tellement intelligent, tellement radical. Et Charlie m'a accompagné comme ça pendant 22 ans. Il m'a accompagné dans les bons moments comme dans les mauvais. Au moment de l'élection du crapuleux Chirac, encore lui, de l'incroyable mouvement social de 95,
de l'inénarrable dissolution de l'Assemblée nationale de 97 et du 11 septembre 2001, bien sûr, avec cette fabuleuse couverture de Cabu montrant l'avion arrivant sur les traders et l'un d'entre eux hurlant « Vendez tout !» Et bien sûr, et hélas, le 21 avril 2002, caricature des caricatures, où faut-il le rappeler, Charlie Hebdo, les guignols de l'info et une partie de tous les humoristes et chansonniers furent accusés par des moralistes crétins d'être responsables de la présence de l'extrême droite au deuxième tour, pour avoir dénigré la politique, pour avoir dénigré les politiciens. Accusation d'autant plus dégueulasse que presque tous les procès intentés contre Charlie Hebdo dans les années 90 l'ont été par l'extrême droite, et en premier lieu par les catholiques intégristes. Ce que l'on a bien oublié de rappeler quand on a taxé le journal d'islamophobie, voire de racisme, et quand certaines bonnes âmes auraient trouvé normal que Marine défile avec tous ce week-end. Les années 2000 furent moins brillantes pour le journal. La guerre au Kosovo, le référendum européen de 2005 et l'affaire des caricatures vont diviser. Au sein du journal, mais surtout au sein de la gauche, car Charlie est toujours resté le reflet de la diversité de la gauche. Charlie, avec l'affaire des caricatures, a rapidement été qualifié d'islamophobe, en particulier par le MRAP, par Daniel Mermet et par le Monde diplomatique. Voilà, c'est dit. Quoi qu'on en pense, le journal a été bien seul à cette époque-là. Je me souviens particulièrement, oh quelle surprise, de la faux cuterie de Télérama et des grands médias jouant sur la corde. Oui, mais alors vous comprenez, peut-on faire rire en offensant les gens? Non, mais il importe de dépassionner le débat. Oui, bien sûr, je ne passerai pas sous silence. Je ne peux pas passer sous silence la crapulerie de Philippe Val, qui se servit de tout ce barouf médiatique pour se faire sa petite place au soleil. Je me souviens aussi de ce moment vers 2007-2008 où j'ai eu l'impression de ne plus lire le même journal, de lire un journal de dupes. Ce moment où Ciné a été viré par Val sous l'accusation infamante et prétexte d'antisémitisme. Ce moment où Val a fait pression sur la rédaction du journal pour décrédibiliser le travail du journaliste Denis Robert, qui enquêtait sur Clearstream, dont l'avocat était, oh quel hasard, aussi l'avocat de Charlie, Richard Malka, que l'on entend et que l'on voit un peu trop à mon goût ces jours-ci. À cette époque, j'achetais toujours le journal, mais je ne le lisais presque plus. Me repliant sur le journal dissident, Parthénogenèse, toujours, Ciné Hebdo. En 2009, le masque tombe. Val quitte assez piteusement le journal, où il n'était plus trop le bienvenu d'ailleurs, pour prendre la direction de France Inter, nommé par Sarkozy. La nouvelle direction du journal est incarnée par Chard et Riss. Et le premier édito de cette nouvelle formule, dite Charlie 3, était rédigé avec enthousiasme par le plus fidèle supporter du journal. Je pense que le journal a continué grâce à lui, parce que c'était le plus grand amoureux de Charlie, l'urgentiste Patrick Pelou. Charlie, que certains disaient déjà mort, les mêmes qui avaient annoncé la victoire de Sarkozy en 2012, le journal survit, retrouve des couleurs et surtout des dessins. Des dessins, plein de dessins. Je les lisais fidèlement. Je lisais fidèlement les deux journaux. Charlie Hebdo, qui était un peu maman, plus tranquille, plus pantouflard, le sourire en coin, plutôt nourri au jus de pomme bio. Et Ciné Mensuel, papa, grande gueule, bourré comme un coin dès la fin de la matinée, et au cœur grand comme ça. Jusqu'à ce 7 janvier 2015, où, juste après avoir acheté et feuilleté le Charlie du jour, où, entre autres, l'excellent Philippe Lançon se payait la tête de ce cuistre de Raphaël Antoven, l'ex de Carla Bruni et ci-devant philosophe de salon, j'ai allumé ma télé et où j'ai pris ce que tout le monde s'est pris dans la gueule ce jour-là. Cabu, Chard, Wolinski, Tinius, Honoré, Bernard Marie, alias Oncle Bernard, qui m'a appris qu'on pouvait parler d'économie avec l'accent du Sud-Ouest. Elsa Kayat, qui venait juste d'arriver dans l'équipe.
et d'autres, je ne me rappellerai pas leur nom, vous les connaissez maintenant, je ne rappellerai pas leur nom, vous les connaissez maintenant aussi bien que moi. Sacha Guitry disait que quand on perd 10 proches d'un coup, finalement on ne sait plus trop où donner de la peine. Depuis ce 7 janvier, je sais que Guitry avait tort. Les autres drames qui ont suivi durant cette incroyable fin de semaine, ils sont terribles aussi, mais ce coup-là, je me le suis pris en plein cœur. Parce que contrairement à ce que les grands médias, avides de se refaire une virginité vite fait, bien fait, ont prétendu, ce n'est pas tant la liberté d'expression ou le journalisme qui ont été visés dans cette attaque que l'humour, la dérision, le rire. On n'a pas attaqué Libé, on n'a pas attaqué Le Figaro, on n'a pas flingué Zemmour. On s'est attaqué à des déconneurs, à des bons vivants, à des gens qui se moquent. Et quoi qu'on pense de la ligne éditoriale de Charlie, on s'est attaqué à des non-violents et à des antiracistes. J'ose croire que c'est la prise de conscience de cette injustice flagrante qui a poussé tant de Français dans la rue. Et la colère, pas la haine, la colère, pas la peur, mais la colère. La chère Marie Gauthier, présente dans la salle, dès le mercredi après-midi, a publié sur Facebook, à propos de cet événement, le statut suivant, « Gros con ». Statut que nous avons été un certain nombre à liker. Mais il a quand même fallu qu'un commentaire arrive qui disait « Nous pouvons utiliser la compassion et ne pas répondre violemment. » Mais merde! Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse, aujourd'hui, dans cette société trop polie, dans cette société politiquement correcte, juste exprimer sa colère, si 12 morts, et maintenant 19 morts ne suffisent pas? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, cet après-midi-là, j'avais envie de dire gros con. Pas gentil. Au coin. Privé de dessert. Ou, pour les âmes sensibles, petit galopin, va. Et j'ai envie que plus jamais on ne cite les noms de ces 3 imbéciles pour éviter d'en faire des martyrs dont les posters seraient au-dessus de la chambre de jeunes paumés. Ou alors de caricaturer leurs noms, qu'on les appelle les frères Pois Chiches ou Roulibouli. Et oui, pour les ridiculiser, eux qui se prenaient tellement au sérieux. On a beaucoup parlé d'amour aussi ces derniers jours. Il faut les deux. La colère et l'amour. Avec les deux, ça évitera les actes dits islamophobes, disons racistes, qui se sont déroulés ces derniers jours, dont 2 à Poitiers. Bravo le Poitou-Charentes. Charente-Poitou, tradition du goût. Ouais, disons des actes racistes, oui, parce qu'il faut être aveugle ou raciste pour ne pas avoir vu ces milliers de musulmans dans la rue avec nous, en même temps que nous, tout simplement parce qu'ils sont nous. Il faut de l'amour, il faut de la colère, et il faut enfin de la lucidité. Oui, désolé, il faut de la lucidité. Ce qui s'est passé ce week-end était pour la plupart d'entre nous hallucinant, aux limites de l'absurde parfois, avec le pape rendant hommage aux gens de Charlie Hebdo, avec Arnold Schwarzenegger appelant à s'abonner à Charlie Hebdo. Un truc de fou, un truc de malade. Et les médias, bien sûr, se paluchant à longueur d'antenne sur cette soudaine, énorme, évidente et émouvante union nationale. Union nationale, mon cul. Union sacrée, mes fesses. Je ne dis pas ça pour les milliers de Français qui ont défilé et qui avaient tous, je pense, une bonne raison de le faire. Ils n'avaient pas tous la même raison de le faire, mais ils avaient tous une bonne raison de le faire. Une raison, je pense, qui était d'ordre républicain. Et ces derniers temps, on avait bien besoin de raisons d'ordre républicain. Je parle, d'une part, de tous ceux qui ne sont pas venus défiler, parce que contrairement à ce que les médias nous ont dit, toute la France n'était pas dans la rue. Ce n'est pas vrai. Et je parle, pourquoi ne sont-ils pas dans la rue? Et je parle surtout de nos chères élites politiques, que l'on a vu se presser sur les plateaux comme dans les défilés. Rappelez-vous de la Première Guerre mondiale. L'Union nationale, ça veut dire ceux qui commandent, et ceux qui critiquent se taisent. C'est ça, l'Union nationale.
bien pratique pour faire passer la loi Macron, la LGV et leur foutu barrage sur le cadavre de Rémi Fraisse. La question qui était le plus souvent posée sur les 10 plateaux était « Nos politiques seront-ils à la hauteur d'une telle mobilisation ?» Moi, j'ai la réponse. Moi, monsieur, moi. Non. Ils ne seront pas à la hauteur. Ils ne peuvent pas l'être. Ils ne veulent pas l'être. Leur mépris des gens, leur obsession de la démagogie les en empêche strictement. Regardez qui ils ont envoyé depuis 2 jours sur les plateaux télé. Les pires gueules de mort de la République. Non mais ça... Roger Karouchi, Éric Ciotti, Alain Boer, Claude Guéant, et même pour le Parti Socialiste, Julien Drey. Vous vous rappelez de Julien Drey, l'homme qui s'achète des montres de luxe? C'est pas un inventaire, c'est une rafle. Et de quoi parlent-ils, ces gens-là? Oh, quelle surprise! D'un Patriot Act à la française, pour Valérie Pécresse, et du problème de l'immigration, pour Nicolas Sarkozy. Alors que les gens, dimanche, ont défilé sans peur, au nom de leur liberté, ils vont vouloir nous priver des nôtres. Ils n'ont rien compris. Ils sont incorrigibles, et je pense même qu'ils sont dangereux. Alors mes petits lapins, que vous soyez Charlie, que vous ne soyez pas Charlie, que vous ne vouliez pas défiler avec Marcel Bouchard parce qu'il pue de la bouche, je sais pas. Il va falloir qu'on se blinde. Il va falloir qu'on se tienne chaud. Parce que le formidable élan de solidarité du week-end, ils vont n'avoir de cesse de le dégueulasser. C'est leur nature. Rappelez-vous du scorpion et de la grenouille. Alors quand ils vous diront sécurité, et ils ne vont pas arrêter de vous le dire, n'oubliez pas de leur répondre liberté. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à nos chers caricaturistes de Charlie. Et croyez-moi, ça leur plaira bien davantage qu'une messe à Notre-Dame. Merci. J'ai sélectionné pour vous, pour compléter ce texte, quelques petits extraits signés Cavana, Charb et Wolinski. D'abord, un court extrait d'un texte que Cavana avait écrit dans Le Monde en 2012, quand Charlie Hebdo avait été victime d'un départ d'incendie qui l'avait obligé à déménager. C'est un texte de Cavana. Quand, avec Choron, mon frère, nous avons pris le risque de lancer Harakiri, puis Charlie Hebdo, nous n'avions pas l'intention de faire de l'humour. Faire de l'humour, quelle dérision, mais bien de rire. De rire et de faire rire sans entrave, sans tabou, et sans prétendre réformer les mœurs ou la morale. Rien n'est sacré. Pas même le bon goût. Pas même le militant. Surtout pas le croyant. Ne croyant à rien de transcendant, nous n'avions rien à respecter. L'humour est un coup de poing dans la gueule. Cette phrase, que je revendique, fut notre profession de foi. Rien n'est tabou, rien n'est sacré. Le partisan rit de son adversaire, le croyant rit du croyant d'en face. Ne croyant en rien, n'adhérant à rien, nous rions de tout et de tous. Le rire, je n'ose écrire l'humour, petit métier abandonné à des humoristes pour noces et banquets. Le rire est brutal, provocateur, imprévisible, injuste, sans pitié. Il ne venge, ne punit, ni ne juge. Il s'en fout. Le rire est la cruauté à l'état pur. Ce qu'on appelle l'humour n'est qu'un petit donneur de leçons, un moraliste châtré. C'était Cavana. Une des nombreuses fatwas de Charb, qu'il a publiées dans Charlie Hebdo durant toutes ces dernières années. Celle-ci s'intitule « Mort à... Tu veux boire quelque chose ?» Cette formule obligatoire que prononce la personne qui vous reçoit chez elle est déjà insupportable. Tu veux boire quelque chose?
Vous avez à peine franchi la porte. Vous avez encore le manteau sur le dos que votre hôte vous demande si vous voulez boire quelque chose. Un petit café? Un jus de fruits? Une bière? Un verre d'eau? Rien? T'es sûr? T'es vraiment sûr? On a toujours l'impression à ce moment-là qu'on vous prend pour quelqu'un d'autre. Vous êtes un grand explorateur et vous venez de traverser à pied et sans une goutte de flotte le désert de Gobi. Pourtant, non. Vous venez de 3 rues de là, vous buvez consciencieusement vos 2 litres de Contrex par jour, et même ce midi, vous avez pris un quart de rouge. Depuis récemment, cette manie de vouloir absolument abreuver le visiteur s'est étendue aux clients. Ce n'est pas seulement votre vieux pote, le voisin, votre grand-mère, votre collègue qui vous pose la saoulante question, mais le commerçant chez qui vous n'êtes pas venu boire un verre, mais acheter des lunettes, un meuble ou une bagnole. Même chez le coiffeur, on vous propose de boire quelque chose. Mais lâchez-moi, bordel! Si j'ai soif, je vous le dirai, merde! En plus, 9 fois sur 10, c'est du café que l'abruti à qui vous n'avez rien demandé vous propose. Du café qui, 10 fois sur 10, est absolument dégueulasse. Fous-le-toi au derge ton jus de fesse. Ton hypocrite petite cérémonie de bienvenue me donne plutôt envie de me bourrer la gueule pour oublier la tienne. Alors vous demandez à l'opticien, qui vous propose gentiment un café au lieu de s'enquérir du modèle de lunettes que vous avez choisi, un verre de gin fizz bien glacé. Un petit rire gêné, mais qui se voulait complice, viendra brouiller sa face de paix. Chez le coiffeur, la même chose. Réclamez une coupe de champagne, et quand la bouche au collagène de la grosse patronne se tordra en un rictus désolé, faites-lui remarquer qu'avec les prix qu'elle pratique, elle pourrait faire péter le bouchon. Je crois que vous en serez d'accord, il faut pisser dans la bouche des perroquets qui, à tout bout de champ, vous proposent de boire quelque chose. Amen. Alors là, je crois que je vais me faire des copines, puisque j'ai trouvé une lettre ouverte de Wolinski à sa femme Maryse, datant de 1978, je tiens à le dire, avant de me prendre des chopes dans la gueule. Pourquoi t'ai-je écrit cette lettre ouverte? Sans doute parce que j'ai atteint l'âge où on aime faire le point. Je ne suis plus jeune, je ne suis pas vieux. Il me reste pas mal de belles années dont je compte bien profiter autant que je pourrai. Tu es inséparable de ces années et j'en suis fort heureux. Si tu étais un peu plus hypocrite, comédienne et soumise comme la plupart des femmes sont obligées de l'être, cela me faciliterait l'existence. Mais tu ne me fais pas de cadeau. Ton œil est implacable, ton ouïe infaillible, impossible d'être en face de toi faible ou lâche, malhonnête ou brutale, ou encore d'avoir les ongles pas très nets. Tu es vraiment la femme qu'il me fallait parce que je n'ai pas de volonté et que grâce à toi j'ai l'air d'en avoir. Seul, j'aurais traîné toutes les nuits dans les bars. Je serais devenu gros, sale et alcoolique. Je crois que tout ce que les hommes font de bien, ils le font pour essayer d'épater leurs femmes. Heureusement qu'elles existent. Mais ça devient de plus en plus difficile de les épater. Car elles jettent sur nous ce terrible regard qui nous effraie par sa lucidité. Et elles prouvent tous les jours qu'elles savent tout faire aussi bien que nous. Il est certain que nous sommes à une époque où de nouveaux rapports sont en train de se créer pour le couple. Les mœurs et les habitudes de vie ont plus changé ces 10 dernières années qu'en 100 ans. J'ai passé ma jeunesse au milieu des tabous, et pourtant j'avais des parents ouverts et affectueux. Les mères actuelles accordent à leurs filles des libertés que leur mère n'aurait même pas imaginées. Nous vivons dans une période charnière où les valeurs bourgeoises s'effondrent et où, qu'à un cas, nous avançons vers un socialisme inéluctable. C'était en 78. Au milieu de ce bouleversement, où les femmes émues découvrent les joies de la sororité et redécouvrent, adultes, les amitiés adolescentes, où les maîtres d'hôtel, vides blasés, ne s'étonnent plus de voir les femmes goûter le vin dans les repas d'affaires, où les femmes promoteurs président les conseils d'administration cigare au bec, l'homme reste tout de même, comme l'or, la valeur refuge. Être féministe, c'est bien, c'est normal, c'est à la mode et c'est chic. Mais être seul dans la vie, cela reste une tare, un sujet de moquerie et un problème angoissant pour les femmes. Vous avez besoin de nous, j'en suis persuadé, comme nous avons besoin de vous. Mais vous, vous avez surtout besoin de faire des gosses. Et ces gosses, plus que nous, vous enchaînent.
Réfléchissez-vous vraiment à ce problème au lieu de comptabiliser ces griefs dont vous nous rendez trop facilement responsables? Quand refuserez-vous d'être des pondeuses? Nous sommes comme des professeurs soudain chahutés. Notre autorité en prend un coup. Certains ne le supportent pas. D'autres sont trop complaisants et en rajoutent jusqu'à la veulerie. D'autres, enfin, dont je fais partie, du moins j'espère, préfèrent être aimés qu'obéis, estimés que craints, et demandent simplement un minimum d'égard, de gentillesse et de compréhension. Finalement, nous sommes assez fiers d'avoir des femmes féministes. Elles sont pour nous un label d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Je suppose que certains Romains devaient affranchir leurs esclaves pour des raisons similaires. J'ajouterai que le féminisme, après tout, vous occupe, vous donne du travail. Un travail que vous n'enlevez pas aux hommes. Vous écrivez des bouquins dans lesquels vous dites ce que vous pensez de nous. Vous faites des journaux sans mode pour qu'on vous prenne au sérieux. Vous luttez, vous manifestez, vous vous agitez, vous vous indignez. Vous vous moquez de nous. Oui, ça vous occupe. Et vous évite peut-être de penser et de réfléchir à la société que vous aimeriez et à toutes les barrières de préjugés que vous trimballez. Réfléchissez à ce que veut dire vraiment une société de femmes où les hommes et les femmes partagent également les tâches et dites-moi si c'est ce que vous recherchez. Le féminisme, comme l'écologie, rassemble des gens de tous les bords. Comme l'écologie, il ne signifie rien sans le pouvoir politique et l'influence qu'il peut avoir sur lui. Comme l'écologie, il est générateur d'espoir devant la prise de conscience qu'il indique et de désespoir devant l'ampleur du problème à résoudre. Les femmes sont injustement traitées sur notre planète. Elles sont mutilées, asservies, considérées comme des pondeuses et des bêtes de somme. Je les ai vues trimer dans le désert pendant que les hommes buvaient le thé à la menthe assis à l'ombre. J'ai vu pratiquement la même chose sous le ciel gris parisien ou dans nos campagnes. Oui, tout cela doit changer. Je compte sur toi et tes petites amies. Le phallocrate que je suis a le cœur serré en pensant à toutes ces femmes malheureuses qui n'ont pas la chance d'avoir un mari aussi gentil que le tien. Une deuxième fatwa de Charb qui s'intitule « Mort au radin de l'amour ». Ça ne fait pas bien longtemps que vous le ou la connaissez, cette chronique étant unisexe, merci de l'adapter en fonction de votre appartenance et de votre orientation sexuelle. Mais vous avez envie de lui bouffer le cul et un peu d'autres trucs aussi. Passons sur les détails, vous êtes arrivé à vos fins et disons que ça s'est bien passé. Bisous bisous sur le pas de la porte, vous promettez de vous revoir, et là, comme un con, ou une conne, vous lui dites « Je t'aime ». La gaffe. C'est pas vraiment que la formule vous a échappé. Non, vous le pensez vraiment. Là, maintenant, après ce qui s'est passé entre vous et avec le peu de ce que vous connaissez de votre partenaire, vous avez eu envie de lui dire sincèrement ce que vous éprouviez. Votre ex et éphémère conquête, parce qu'après votre malheureuse sortie, vous ne la reverrez plus, tire une gueule pire que si vous lui annonciez que vous avez le sida et que la capote était trouée. Après une bonne baise, il vaut mieux dire « va te faire foutre minable, tu niques comme une langue de chevet » que « je t'aime ». Lorsque vous dites « je t'aime », l'autre entend « je voudrais faire ma vie avec toi, tout partager avec toi jusqu'à ce que le réchauffement de la planète nous sépare ». Je t'aime, c'est plus que 3 mots. Je t'aime, c'est une clé USB qui contient des milliers de pages d'un contrat pervers et retors où tout est écrit en cyrillique. Je t'aime, c'est un engagement total et définitif, c'est une demande en mariage. On ne peut pas s'aimer pour un instant. Enfin si, on peut mais il ne faut pas le dire. Aimer implique la perpétuité. Aimer, c'est grave. Si on dit « je t'aime » à tout le monde, c'est qu'on n'aime personne, pense le semi-légume conditionné par les feuilletons télé à qui vous venez benoîtement d'avouer vos sentiments. Je crois que vous en serez d'accord, il faut empaler ceux qui gèrent leurs émotions et leurs « je t'aime » comme s'il s'agissait d'inestimables valeurs boursières. Amen. Pour terminer, j'avais dit que je ne chanterais pas de chanson ce soir, et puis j'ai réfléchi, et je me suis rappelé que Cabu était un très grand fan de Charles Trenet.
Et Cabu avait l'habitude, dès qu'il y avait un hommage de Trenet, un Trenet quelque part et qu'il était dans le coin, de monter sur scène pour chanter des chansons de Trenet, et particulièrement une, pas très connue et très difficile à chanter, que je vais essayer de vous chanter là, ce soir, en hommage à Cabu. Ça s'appelle La Tarentelle de Caruso. À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'autre berge de la berge, je laissais dormir mon cheval. Et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune, en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras. Mais sa mère, en colère, nous menace et crie là-bas: ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet. Je suis vieille et sans famille, je suis veuve, je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes que sa fille est partie à pied. Mais hélas, ce sont des masques en gendarmes déguisés. Sur le char de la Tarasque, ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils l'entraînent dans leur ronde, lui rabattent les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand c'est fini. Une telle tarentelle peut durer la nuit de la nuit, surtout quand une poursuite se transforme en farandole et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le grand canal en fait nous incite à nous esbaudir. À présent baissons la tête, attention c'est le pont des soupirs. La nuit passe, on s'embrasse, on est seul sur un banc de parc. Ô merveille, sans ta vieille, je suis plus heureux que Saint-Marc. Mais que dis-je, quel prodige, nous voilà vite cernés. Et des doges nous délogent en criant venez, venez. Le bonheur est de tout âge, mes amis, nous vous invitons. Venez voir le beau mariage d'une vieille et d'un Pierrot fripon. Prends ma fille, elle est gentille, dit la vieille, regarde-moi. Je suis folle, je convole, oui, j'épouse un masque de joie. Mais le ciel se fait tout rose, je me sens décontenancé. Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu m'amuser. J'embrasse la fille en larmes, elle me dit je m'appelle Sido. Je serre la main des gendarmes, bien le bonjour, je m'en vais au dodo. À Venise, ville exquise, j'ai gardé le doux souvenir d'une belle ribambelle d'Arlequins et de grands vizirs, d'un baiser de tourterelle dans la folie du corso, et aussi de la tarentelle que chantait le grand Caruso. Et l'armée fantastique dans les noces et les banquets, au dessert apoplectique et les pieds trempant dans les baquets. Quand j'étais jeune, en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Ah là là là. Merci d'être venu leur rendre hommage avec moi. Si vous voulez continuer un peu dans cet esprit-là, je vous annonce deux événements qui ont lieu à 20h30 ce soir. D'une part, l'excellent Nicolas Bonneau qui joue son spectacle Inventaire 68 tout à l'heure au Conservatoire. Voilà, c'est aussi un peu l'esprit de 68 qu'on a voulu tuer dans cette histoire. J'en ai pas parlé, mais c'est assez évident. Et pour poursuivre aussi le débat, si vous le voulez, à 20h30 au plan B, il y a un café politique autour de l'après-Charlie. Organisé par des organisations politiques, le PG et plein de gens très bien. Maintenant, toute autre chose, jeudi, vous avez rendez-vous avec des gens formidables, dont moi. Il y aura d'abord l'invité de la cuve à 18h. L'invité de la cuve qui est un nouveau rendez-vous qui vient parasiter l'invité de la cave. Un invité de la cuve qui sera à peu près l'équivalent de l'invité de la cave, mais avec des dessinateurs. Et un dessinateur sera à l'honneur. Ce dessinateur sera cette fois l'excellent Nicolas Francescon, qui est d'ailleurs l'auteur des affiches de la Dive. Nicolas Francescon, qui sera là s'il y pense. Ce qui n'est pas sûr. Et à 21h, ce sera l'invité de la cave qui sera cette fois Mathieu Texier, donc 4 improvisateurs autour d'un concept original. Donc je serai là, ainsi que Vanessa Carton, Jenny Emery et Mathieu Massé, qui a filmé ce Viandox un peu particulier ce soir. Je vous remercie tous, nous nous retrouvons normalement le 10 février. Je me permets de vous signaler que le 24 janvier à Cap Sud, il y aura un chapitre inventé
de la div, c'est-à-dire deux improvisations longues de 45 minutes. Voilà, ce sera à Cap Sud, j'y serai également, ce sera également très intéressant. Je vous remercie encore, ne lâchez rien et essayons petit à petit de réapprendre à rigoler. Merci.